Bonjour à tous et bienvenue aux Archives départementales du Val d'Oise. Je suis Anthony de Guilly, je suis la responsable du service patrimoine et à cette fin, j'encadre 3 pôles, les archives privées et fonds iconographiques, la bibliothèque des archives et l'émission de l'inventaire du patrimoine bâti avec donc Sophie Baudénan qui va être notre conférencière du jour. Donc pour cette conférence sur les plaques et monuments concernant la Seconde Guerre mondiale, cette conférence va être, comme toujours, captée grâce à notre super équipe et vous retrouverez la conférence sur notre chaîne YouTube. Donc ma collègue vous a prévenu que vous allez être filmé de dos et voilà. Et on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Sophie. À tout à l'heure. Merci beaucoup Anthony et puis bonjour à tous pour votre participation à cette conférence cet après-midi. Donc effectivement cette conférence va s'attacher à vous restituer la campagne d'inventaire des plaques et monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale qui a été effectuée l'année dernière. Donc vous vous en doutez, dans le cadre des commémorations des 80 ans des débarquements de la Libération et de la Victoire. Donc pour commencer mon propos, je reviendrai très brièvement sur ce qu'est l'inventaire du patrimoine culturel. Très brièvement, puisque vous avez de très beaux panneaux ici qui vont vous expliquer tout en détail. Et puis, je me ferai bien sûr un plaisir en fin de conférence pour répondre à vos questions si vous en avez sur cette mission. Et puis, je reviendrai peut-être un petit peu plus en détail, par contre, sur la méthode qui a été celle employée pour cette étude plus particulièrement. Voilà, on s'intéressera ensuite donc plus particulièrement au vif du sujet, donc la restitution de cette campagne d'inventaire. On verra ce qu'il en est exactement sur le territoire valdoisien. On va voir un petit peu un état des lieux, voir quand sont apparus ces monuments. Et puis, on s'intéressera aussi à des aspects un petit peu plus formels, aux typologies qu'on peut rencontrer sur le Val d'Oise. Et puis enfin, à la façon dont on peut préserver ce patrimoine qui est malheureusement assez fragile. Voilà. Donc, la mission de l'inventaire du patrimoine culturel, elle consiste à recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. C'est un extrait de la définition qui a été donnée à la mission dans les années 60, au moment de sa création. On comprend déjà à la lecture de cette définition qu'il y a une certaine subjectivité, puisque l'intérêt culturel, historique ou scientifique, il va un petit peu fluctuer au gré des époques. Et le fait est que pour notre sujet, tout ce qui va concerner la mémoire n'a été finalement que peu traité jusqu'à ces dernières années. On a commencé à s'intéresser au patrimoine de la Première Guerre mondiale avec les monuments aux morts, mais finalement plutôt assez récemment au regard de l'histoire qui a été celle de l'inventaire du patrimoine culturel. Cette mission, c'est aussi une méthodologie particulière qui a été formalisée par le ministère de la Culture dès les débuts de la mission. Méthodologie particulière mise en place de façon à harmoniser en fait les résultats au niveau national et pour faciliter les analyses et les synthèses par la suite. Donc la méthodologie de l'inventaire pour ce qui est de notre étude sur les plaques et monuments. Alors la première étape, évidemment, c'est donc de choisir un sujet. Pour l'inventaire du patrimoine, soit on va s'intéresser à une aire géographique en particulier,
on va s'attacher à une commune et traiter l'ensemble des patrimoines sur cette commune, ou alors on va plutôt choisir une thématique, ce qui a été le cas en 2024, donc avec les plaques et monuments commémoratifs. Il s'agit ensuite de préciser le cadre de la recherche. Donc dans notre cas, on a choisi de placer hors champ d'étude un certain nombre de choses dont je ne vais donc pas vous parler. Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale réutilisés, c'est-à-dire les monuments qui, entre guillemets, ont été actualisés avec une plaque complémentaire comprenant les noms des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Comme je l'ai dit, les monuments aux morts sont bien connus, donc leur étude complémentaire n'apportait pas grand-chose. On a écarté également les plaques installées dans les églises, deux raisons, parce qu'elles ont plutôt un rôle d'ex voto, et puis en plus parce que d'un point de vue méthodologique, ce type de patrimoine va plutôt concerner la conservation des antiquités et objets d'art, plutôt que la mission de l'inventaire du patrimoine. Voilà. On ne parlera pas non plus des plaques et monuments évoquant une figure nationale, n'ayant pas de lien direct avec le territoire. Je pense notamment à Jean Moulin, au général de Gaulle, au général Leclerc. Voilà, c'est des monuments qu'on va retrouver partout en France. C'est pas une spécificité sur le territoire, donc là encore, pas d'intérêt fondamental à les étudier ici. De même, on laisse de côté les sépultures et les carrés militaires qui vont recouvrir des problématiques un peu différentes de celles qui vont nous intéresser dans le cas présent. Et puis, on va laisser de côté les plaques avec les noms de rues, les noms de collèges qui relèvent plutôt de l'hommage en fait, à ces personnes plutôt qu'à des monuments commémoratifs. Alors, deuxième étape, avant d'aller sur le terrain, l'objectif est d'effectuer des recherches préalables. Ces premières recherches, elles vont permettre de voir un petit peu ce qui préexiste, donc à la fois dans les sources archivistiques et puis dans ce qui a été déjà publié aussi. Donc, pour notre sujet, évidemment, je me suis intéressée à la bibliographie relative à la Seconde Guerre mondiale, singulièrement tout ce qui concernait le Val d'Oise. Pour ceux qui sont passés dans l'espace d'exposition avant d'arriver ici, vous aurez vu déjà quelques références de présenter. Donc, un certain nombre d'entre elles m'ont été très utiles pour mener à bien cette étude. J'ai également travaillé sur des ouvrages et des articles universitaires sur le thème de la commémoration et sur le thème des plaques commémoratives. Sur le thème de la commémoration, on a pas mal de choses. En ce qui concerne les plaques commémoratives, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà été menées plutôt thématiques sur les plaques commémoratives qui ont été mises en place dans les lycées, par exemple, qui ont été mises en place par certaines entreprises. Je pense notamment à la SNCF, on y reviendra. En ce qui concerne les territoires, peu de choses finalement. On a un certain nombre d'études qui vont concerner Paris, la capitale, ce qui est assez logique puisque c'est la ville qui comporte le plus de monuments commémoratifs. Mais par contre, peu d'études en Île-de-France. Donc on est assez pionnier finalement en Val d'Oise sur cette thématique-là. Par contre, au niveau de la cytographie, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les sites internet, alors là, c'était plus pléthorique. On avait des choses qui avaient été faites par des bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont intéressés à ce sujet-là.
Donc des gens qui s'intéressent notamment à la généalogie. On avait un site sur Généanet avec une page dédiée aux monuments commémoratifs où il y avait déjà un certain nombre de choses pour le Val d'Oise. Il y a aussi des gens qui se sont intéressés à la résistance, qui avaient fait de premiers relevés. Je pense notamment au musée de la résistance en ligne, sous la coordination de Fabrice Bourré. Et puis, pareil, on avait des sites internet aussi portant sur des thématiques en particulier, avec des gens qui se sont intéressés en particulier aux plaques commémoratives de la SNCF, encore une fois. Et puis, des gens qui se sont intéressés aussi aux plaques commémoratives traitant plus particulièrement des crashs d'avions, notamment le site internet aerostel.net. Voilà. Et puis enfin, donc, dépouillement des sources archivistiques, donc que ce soit ici aux archives départementales du Val d'Oise, où on avait un certain nombre de choses, et puis des éléments également aux archives départementales des Yvelines, puisque vous savez qu'on a encore un certain nombre de choses du fond de l'ancien département de Seine-et-Oise, avec pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. À noter que pour cette étude, je n'ai pas dépouillé les sources municipales. Il fallait être assez efficace pour produire des résultats sur l'année de la commémoration. Mais voilà, peut-être qu'on aura aussi des choses aux archives municipales qui, à terme, pourront compléter cette étude. Voilà. Alors, l'étape 3, ça y est, on va sur le terrain. Il s'agissait pour moi d'aller voir si déjà les plaques que j'avais pré-repérées à la fois donc, dans les documents publiés et dans les archives étaient bien toujours là. Heureusement, dans la plupart des cas, ça a été le cas, mais il y a eu des mauvaises surprises aussi. Et puis l'objectif en allant sur le terrain, c'est bien sûr de procéder à une description précise du monument, en prendre les dimensions et puis procéder à des photographies. Là, la campagne sur les plaques et monuments a donné lieu à 540 photos que vous pourrez découvrir à terme sur nos ressources aux archives départementales du Val d'Oise sous la cote 3054 W. Quatrième étape, en fait, il va s'agir dans une grande base de données de rassembler toutes les données qui ont pu être rassemblées à la fois dans l'étape 2 et dans l'étape 3 pour avoir une vision globale sur le sujet. L'idée est aussi de faciliter ensuite l'analyse et la synthèse des résultats, ce qui constitue l'étape 5. Enfin, nous y sommes. Il s'agit de faire connaître les résultats au plus grand nombre, donc pour tout type de public, que ce soit des professionnels, des universitaires, des scolaires aussi, par différents biais. Donc conférence cet après-midi, mais il pourrait y avoir aussi d'autres choses. J'y reviendrai d'ailleurs en fin de conférence pour les outils qui existent déjà. Voilà, donc venons-en au vif du sujet. Voyons un petit peu l'état des lieux en Val d'Oise. Donc cette carte vous présente un petit peu les différentes plaques, stèles et monuments qui ont été repérés, photographiés et analysés sur le territoire. Donc près de 270 éléments ont pu être vus. Alors vous voyez qu'on a une répartition qui est plutôt assez inégale, puisque beaucoup de plaques se concentrent dans le sud-est du département, dans la vallée de Montmorency, mais aussi dans des villes industrielles et des cités ouvrières, comme Argenteuil, comme Beson, Hermont, Aubonne, Herblay ou Montigny-les-Cormeilles également.
hein. Ça s'explique par le fait que les poches de résistance étaient particulièrement nombreuses dans ces secteurs-là, où on avait beaucoup de communistes qui étaient engagés. Il y avait beaucoup d'ouvriers, d'étudiants dans ces secteurs-là. Et puis au moment de la libération, eh bien, on a eu beaucoup de scènes de fusillades dans les rues de ces communes. Alors, les monuments sont également assez nombreux dans la vallée de l'Oise, d'Auvers à Persan-Beaumont, où on avait pas mal de résistants aussi qui se cachaient dans les bois aux alentours de l'Oise. Alors vous voyez qu'on a des points de plusieurs couleurs différentes. Ça montre un petit peu les différents types de monuments qu'on peut rencontrer. J'ai essayé de faire des petits rassemblements. Donc par exemple les monuments qui évoquent les faits de guerre, qui rassemblent des événements plutôt variés, comme la mort de soldats, de cheminots, ou qui font référence aux conflits armés en général vont être en rouge. Ceux qui font référence à la déportation et à la Shoah sont en bleu ici. Ceux qui évoquent à la fois les faits de guerre et la déportation sont en vert. Et ceux enfin qui traitent très spécifiquement de la période de la libération sont en violet. Donc c'est là qu'on va retrouver les morts de résistants, de civils et aussi les aviateurs alliés. Alors, l'ensemble de ces monuments, ils jalonnent vraiment nos paysages urbains. Contrairement en fait aux monuments aux morts que l'on retrouve très essentiellement dans les cimetières ou sur la place de la mairie. Là, on a des monuments absolument partout, sur la façade d'une maison, par exemple. Je vous ai mis ici la plaque à Germaine Albert à Enghien-les-Bains. On a des stèles en plein milieu d'un lotissement entre deux maisons à Hermont. Vous avez ici l'exemple de la stèle à Francis Bellard. Ou encore juste au niveau d'une route de campagne. Vous avez ici l'exemple de la stèle à Joseph Larnout à Us. Alors, certains de ces lieux sont bien connus, font l'objet de commémorations tout à fait régulières. Et par contre, y a des petites plaques dans la rue, discrètes, on passe devant au quotidien sans véritablement y faire attention. Alors, d'où viennent tous ces monuments? Quand ont-ils été créés et par qui? Très vite, en fait, après la fin du conflit, seulement quelques semaines après, parfois, on a certaines plaques qui ont été inaugurées dès octobre 1944. On voit s'ériger ici ou là des plaques, des stèles, des monuments commémoratifs. Donc l'idée est vraiment de garder le souvenir des disparus et de créer des lieux de mémoire. Donc, je vous ai mis ici l'exemple du monument au chemin des Trois Sources à l'Isle-Adam, en souvenir des résistants qui y ont été fusillés le 20 juin 1944. C'est un monument qui a été inauguré le 20 juin 1945. Dans le cadre de mes recherches, j'ai pu consulter le journal L'Avenir de Seine-et-Oise en date du 2 décembre 1944, qui est conservé ici aux archives départementales du Val d'Oise. Et on peut y lire ces quelques lignes qui sont assez révélatrices justement de ce phénomène. La joie de la libération céda de suite au devoir que nos populations se devaient d'accomplir, rendre un hommage pieux aux victimes des Allemands. Voilà.
Alors oui, les personnes physiques et morales à l'initiative de la création de ces monuments sont vraiment très diverses et elles reflètent finalement très bien la variété des victimes du conflit, on le verra. On a donc des personnes physiques, notamment des personnes issues de la famille des victimes ou des amis. Je vous ai mis par exemple ici la stèle en pierre à Louis Coccolo à Saint-Brice-sous-Forêt, qui a été érigée à l'initiative de son père. On a également des associations d'anciens combattants qui ont pu être à l'origine de monuments, comme l'Amicale des forces françaises de l'intérieur, ou encore, comme c'est le cas ici à Herblay, avec cette plaque en hommage aux soldats de la compagnie 10-11 du Génie, donc aux anciens justement de cette compagnie. On a également des partis politiques qui ont été à l'origine de l'érection de certains monuments. Je vous ai mis ici l'exemple d'un monument à Persan qui a été érigé à l'initiative de la section socialiste de la ville, monument aux déportés politiques. Et puis, on a des entreprises également. Donc, je vous ai déjà parlé de la SNCF. Effectivement, à partir de l'année 1947, la SNCF va lancer toute une politique d'apposition de plaques dans les gares de Seine-et-Oise. Et donc, on en a un certain nombre conservées à l'image de celle-ci à Valmondois, qui a été apposée en mémoire de Marcel Tremblay. Et puis bien sûr, on a aussi les communes qui sont à l'origine d'un certain nombre d'inaugurations, en particulier des grands monuments comme celui-ci à Charmont, en mémoire du massacre du 22 août 1944. Alors dans le cas des communes, on va davantage rendre hommage à des faits plutôt qu'à des personnes en particulier, des faits qui ont été traumatisants pour la communauté tout entière. J'aurais très bien pu aussi vous présenter le monument du souvenir de la déportation à Argenteuil, par exemple, dans un autre registre aussi. Donc, au départ, vous l'aurez compris, l'initiative d'ériger des monuments commémoratifs est plutôt spontanée. Elle émane de différents groupes. Et ce phénomène de multiplication des initiatives mémorielles est vraiment propre à la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les communes, avec l'aide de l'État, donc avec l'aide de subventions de l'État, avaient érigé donc les monuments aux morts que l'on connaît. Il s'agissait de rendre hommage globalement à l'ensemble des soldats morts pour la France. Il n'y avait pas du tout de mémoire individuelle et c'était plutôt quelque chose d'assez traditionnel quand on s'intéresse aux précédents conflits. Je pense notamment à la guerre de 1870. On a toujours eu des monuments plutôt globalisants. Donc là, c'est vraiment une spécificité et c'est particulier aussi parce qu'on a un conflit qui est particulier, justement. La Seconde Guerre mondiale, elle ne se déroule pas uniquement au front, sur le champ de bataille, et en plus, elle ne concerne pas que des soldats. J'ai essayé de traduire un petit peu cette variété et cette originalité à travers ce schéma où vous voyez toute la variété des victimes de la Seconde Guerre mondiale, où vous avez donc déjà des soldats d'un côté, des civils de l'autre. Parmi les soldats, en plus, on a des Français, mais on a aussi les Alliés, des Anglais, des Américains, des Australiens.
Et puis au niveau des civils, encore une fois, de la variété, avec des gens qui étaient un petit peu là au mauvais endroit, au mauvais moment, les victimes collatérales. Des gens qui, par contre, étaient volontairement engagés dans le conflit, hein, les résistants, des communistes. Mais là encore, on a une certaine variété de profils, hein, puisqu'on a des gens qui faisaient partie de l'armée secrète, des gens qui faisaient partie des forces françaises de l'intérieur, d'autres qui faisaient partie des francs-tireurs et partisans. Et puis, parmi ces civils, on a aussi des gens qu'on est un petit peu venus chercher, comme les membres de communautés particulières, comme les juifs, comme les tziganes, ou encore comme les homosexuels. Donc, tous ces profils, ça forme finalement une mémoire très plurielle du conflit, ce qui explique aussi cette grande variété de monuments commémoratifs qu'on va retrouver. Et finalement cette explosion mémorielle. Donc on l'a compris, hein, l'État n'est pas à l'origine de ce mouvement, mais il va cependant l'accompagner et l'encadrer de façon à éviter tout débordement, évidemment, mais aussi parce qu'il s'agit de créer une mémoire collective du conflit, au-delà des mémoires de groupe. Alors, au lendemain de la guerre, les courriers de demande d'apposition de plaques commémoratives ou de création d'un monument vont se multiplier. Les préfectures sont un petit peu submergées de demandes, en parallèle d'inauguration un petit peu sauvage de personnes qui finalement ignorent un peu la législation, puisqu'il y a quand même déjà un certain nombre de textes de loi sur ce sujet. On a par exemple l'ordonnance du 10 juillet 1816 qui indique, je cite, qu'aucun hommage ne peut être voté comme témoignage de la reconnaissance publique par quelque corps que ce soit sans l'autorisation préalable du gouvernement. De toute façon, les préfets, au vu de l'ampleur du phénomène, s'attendent un petit peu à ce que l'État légifère de façon particulière dans ce contexte. C'est un petit peu le sens là, du courrier que je vous ai mis, qui a été adressé par la préfecture au maire de Daumont en réponse à sa demande de création d'un monument au lieu-dit les Quatre Chênes. Le préfet répond le 10 décembre 1944 que devant la multiplicité et l'importance des demandes de cette nature, la question de l'érection des monuments commémoratifs a dû faire l'objet d'une étude entre les différents départements intéressés. Or, finalement, en avril 1946, on a quand même une circulaire ministérielle suivie d'un décret qui est finalement diffusé à l'ensemble des préfets de France pour donc bien préciser le cadre à adopter dans ce contexte particulier qui est celui de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette circulaire dont je vous ai mis là la première page concernant les demandes des communes, on apprend que l'État émet quelques réserves quant à la création de monuments un peu de type architectural, un peu ambitieux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte quand même d'extrême pénurie de main-d'œuvre et de matériaux et que l'État souhaite privilégier quand même la reconstruction du territoire. En plus, ces monuments, souvent, ils sont érigés grâce à des souscriptions publiques et l'État ne souhaite pas non plus que la population soit une nouvelle fois sollicitée là-dessus. Serait éventuellement toléré des plaques génériques aux morts pour la France. Concernant les demandes d'apposition de petites plaques individuelles, cette fois-ci, là, l'État se montre un petit peu plus souple.
il indique même que les préfets peuvent exceptionnellement avancer de premières autorisations sans demander l'aval de l'État. Cependant, il souhaite que les autorisations soient, je cite, peu nombreuses, car la qualité de l'hommage ainsi rendu est naturellement fonction de la parcimonie avec laquelle il est accordé. Par ailleurs, il est demandé en fait à ce qu'il y ait des enquêtes sur les personnes pressenties pour faire l'objet d'hommages. Enfin, on légifère aussi sur les questions formelles relatives à ces plaques. On légifère même très fort, puisque c'est très encadré. L'État souhaite une uniformisation pour donner à ces plaques, je cite, un caractère de noblesse. Il s'agit de faire sobre, harmonieux et digne. Donc on va légiférer sur les dimensions de ces plaques. Celles-ci doivent faire une hauteur de 40 cm, 30 cm de largeur et 2 mm en termes d'épaisseur. Au niveau du scellement, on doit avoir des scellements à tige formant clou carré à pointe de diamant en bronze. La hauteur minimale d'apposition est précisée également, 1,60 m au-dessus du sol. Et les lettres du texte doivent être gravées dans un marbre de couleur uniforme, blanc ou gris, ou blanc légèrement veiné. Enfin, le texte doit présenter une inscription sobre et succincte. Par exemple, « Mort pour la France, ici, est tombé héroïquement à l'âge de 24 ans, le 25 août 1944, à la bataille de la libération de X. » Donc voilà, vraiment pas de fioriture. Et c'est à cette réglementation-là que correspond tout à fait la plaque que vous avez ici sous les yeux, que j'ai pu voir à Montmorency, en mémoire de Gabriel Bedos. Dans les années suivantes et même dans les mois suivants, le 16 janvier 1947 notamment, paraît encore un décret sur la procédure concrète à adopter pour la validation des projets de monuments. Dans chaque département, une commission départementale des monuments commémoratifs est mise en place, qui va être chargé d'émettre un avis sur les projets déjà vus par l'inspecteur départemental de l'urbanisme. Une commission centrale des monuments commémoratifs, placée auprès du ministère de l'Intérieur, doit également donner son avis. Par rapport à ça, je vous ai mis notamment l'exemple d'un monument aux aviateurs alliés à Louvre, avec le décret préfectoral correspondant qui autorise donc la création de ce monument. Et ce décret, qui est daté du 10 décembre 1948, eh bien, il fait notamment suite à l'avis favorable de la commission centrale des monuments commémoratifs du 23 octobre 1948. Donc dans les années à venir, les années 50, 60, 70 et même encore 80, eh bien, vous voyez que l'État va continuer à légiférer sur cette question pour préciser le rôle des uns et des autres. Je vous épargne les détails, mais c'était vraiment un souci de l'État que de bien encadrer cette pratique. Alors intéressons-nous à présent au type de monuments rencontrés en Val d'Oise. Alors on a 3 types en particulier. On a donc des plaques commémoratives, on va rencontrer également des stèles et on va rencontrer des monuments un petit peu plus ambitieux de type architectural. Ce sont les plaques qui sont les plus nombreuses, vous le voyez, avec 61% des cas, 25% pour les stèles et enfin 14% pour les monuments.
Alors les plaques commémoratives, on va les retrouver surtout en contexte vraiment urbain. Au niveau des rues, on va les retrouver sur les façades des maisons, sur les façades des bâtiments publics. Elles se présentent donc sous la forme de petites plaques rectangulaires sur lesquelles on va avoir une inscription relativement succincte qui va concerner un individu. Et souvent, ces plaques commémoratives, elles sont apposées soit sur le lieu du décès de la personne, soit sur le lieu où elle a vécu. Donc, vous l'aurez compris, les plaques les plus anciennes, ce sont celles qui, formellement, vont se rapprocher le plus des réglementations que l'on a pu voir ensemble. Et puis, les plaques les plus récentes, elles, vont faire montre d'un peu plus de créativité. Je vous ai mis, par exemple, celle consacrée à Antoine Corrigé à Chaumontel. Donc, on voit qu'il a été utilisé une écriture cursive, texte en italique. En plus, on n'a même pas utilisé de marbre, on a utilisé du granit. Idem pour la plaque à Gonesse, à Marcel-Bourgogne. Donc, vous voyez, les plaques commémoratives comme celle-ci, ce sont les monuments qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc, ça montre vraiment une individualisation de cette mémoire. Donc, on a ensuite les stèles. Alors, les stèles et les obélisques, on va pour le coup plutôt les retrouver un petit peu en bord de communes. Puisque les stèles, eh bien, elles vont se substituer assez opportunément en fait aux plaques quand il n'y a pas de support pour apposer la dite plaque. On va plutôt les retrouver sur les bords de chemin, sur les bords de route. Alors les obélisques, elles sont un petit peu plus rares, mais on en trouve quand même un bel exemple, comme ici à Châtenay en France, en hommage à Ambroise Jacquin. Donc, la plupart du temps, elles sont toujours consacrées aussi à une seule personne. Mais les stèles, elles sont également pratiques pour évoquer une date en particulier. Comme c'est le cas ici à l'Isle-Adam, avec la stèle indiquant le lieu d'arrivée du premier char américain le 30 août 1944. Donc pour les plus anciennes, on va avoir un texte plutôt laconique. Vous le voyez avec la stèle de Mériel aussi, stèle à Roger Patek et Gérard Perrin-Niquet. Par contre, pour les stèles plus récentes, on a déjà des textes beaucoup plus longs. Et puis, encore une fois, une certaine originalité au niveau du matériau utilisé, puisqu'on n'a plus de pierre ou de marbre, mais ici du granit. Et donc on va également retrouver des monuments de type plutôt architectural. Là, on a vraiment affaire à de véritables compositions beaucoup plus ambitieuses. Alors là, c'est plutôt à l'initiative des communes. Donc généralement, ces monuments, ils vont évoquer la mémoire d'un ensemble de personnes tuées lors de massacres, comme ici le monument aux fusillés de Daumont, ou alors on a aussi les monuments en mémoire de la déportation, comme ici à Goussainville. Au lendemain de la guerre, on l'a vu, l'État n'autorisait que très peu l'érection de ce type de monuments. Donc la plupart sont datés en général après 1970, même si on a eu quelques exceptions avec quelques dérogations accordées. Mais en général, c'est des monuments qui sont un petit peu plus tardifs par rapport aux plaques commémoratives. Donc les monuments, ils sont souvent financés par le biais de souscriptions, et on le voit notamment sur la base du monument aux fusillés de Daumont, c'est bien spécifié dessus.
Parfois, on a des architectes et des sculpteurs qui peuvent être sollicités pour imaginer ce type de monument. Et à Goussainville, on voit bien qu'il y a un artiste qui est intervenu pour imaginer des compositions justement sur le thème de la déportation. Alors, je vous ai mis aussi à part un type de monument un petit peu singulier. Ce sont des monuments qui ont clairement une connotation religieuse, comme ici cette croix de Carrefour à Génicourt, mais qui, malgré tout, sont quand même des monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, comme en atteste ici le détail de la plaque qui se trouve juste au pied de la croix. Il est indiqué, ce calvaire a été érigé en témoignage de reconnaissance pour la protection accordée au village de Génicourt-Gérocourt au cours des bombardements aériens de 1943-1944. J'aurais pu aussi citer la Vierge des Hautiers à Marines, qui présente le même cas de figure. Alors intéressons-nous à présent au texte qui figure sur ces plaques et sur ces stèles, parce qu'évidemment ce sont des monuments qui présentent quand même une certaine épaisseur, puisqu'ils correspondent aussi à autant de destins brisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand on lit ces textes, eh bien évidemment, il y a toute l'émotion qui a été celle des survivants, des familles, des amis qui ressurgit. Alors les inscriptions présentes sur les monuments, oui, ça traduit bien tout cela. Quand on étudie le vocabulaire employé, on voit que les résistants sont posés en héros, évidemment, voire en martyrs parfois. On a tout un vocabulaire laudatif, valorisant, qui est employé pour qualifier le ou la victime et évoquer sa mémoire. On va retrouver fréquemment des termes comme glorieux, à la gloire. Vous avez un exemple ici avec la plaque à Pierre Bouchard à Aubonne. On va retrouver fréquemment également les termes de héros, héroïne, martyr, auteur d'un acte de bravoure, au péril de sa vie, vaillant, brave, etc., etc. Et puis, on va retrouver aussi des motifs décoratifs qui vont venir compléter ce message. Par exemple, l'évocation du héros et du martyr est symbolisée par des feuilles de laurier au naturel, ou stylisées, ou alors apposées sur certaines plaques ou stèles, comme c'est le cas par exemple avec la stèle à Alexandre Martin à Soisy sous Montmorency. On a aussi parfois des éléments qui illustrent les valeurs d'engagement et de patriotisme, avec par exemple les drapeaux français qu'on voit sur la plaque à Pierre Bouchard, ou encore la croix de Lorraine qu'on voit bien sur la stèle en hommage à Charles Ratz à Aubonne. Et puis on note aussi que les termes tuer ou tomber sont souvent remplacés par des mots plus forts qui notent encore vraiment toute l'émotion des personnes. On va plutôt avoir des termes comme assassiné, martyrisé, lâchement assassiné. C'est le terme qui a été choisi par exemple sur la stèle à Marcel François à Butry-sur-Oise. Donc le terme de barbarie aussi revient pour montrer toute cette colère. Et puis les inscriptions rappellent aussi que ces monuments ils sont là pour que le devoir de mémoire se fasse. Et donc très souvent on peut voir des adresses directement à l'attention du passant. Sur la stèle en hommage à Charles Ratz par exemple à Aubonne, l'inscription se termine par « Passant, souviens-toi ». Et ça, c'est très fréquent sur les monuments.
le monument que je vous ai montré tout à l'heure à Goussainville, le monument aux déportés, eh bien, il présente cette inscription « Français, n'oubliez pas, passant, souviens-toi, ils ont tout donné pour que tu puisses vivre dans une France prospère, libre et indépendante. » On a souvent ces indications « Remember »,« Souvenons-nous »,« Restons fidèles à l'idéal pour lequel ils sont tombés », etc., etc. Et même sur les monuments plus récents, on a encore cette volonté de susciter l'émotion chez le passant. Je vous ai mis cette stèle à Rino della Negra à Argenteuil. Rino della Negra qui était un jeune engagé politique. Cette stèle a été installée dans le quartier où il habitait à Orgemont. Et le texte de la dernière lettre qu'il a écrit à ses parents a été restitué dessus. Donc, je vais vous en lire un petit extrait. « Chers parents, ces 2 lignes pour vous dire que je suis condamnée à une peine très forte. Petit père et petite mère, soyez forts et fortes, soyez dignes de votre Rino. Gros baiser, gros baiser, gros baiser, courage et confiance. Votre fils chéri qui vous aime jusqu'à la dernière minute de sa vie. » Donc évidemment, beaucoup d'émotions qu'on cherche à transmettre aux personnes qui peuvent lire cette stèle. Donc voilà un petit peu pour les aspects formels concernant ces monuments du patrimoine valdoisien. Alors voyons maintenant un petit peu comment on peut préserver aujourd'hui ce patrimoine qui se révèle finalement assez fragile malheureusement. Alors pourquoi fragile ? Parce que ce sont des monuments qui sont un peu partout dans l'espace public. On n'a pas un lieu unique à surveiller. C'est un patrimoine qui est fragile aussi par ses matériaux constitutifs. Vous avez bien vu que les petites plaques rectangulaires en marbre, ça peut se casser facilement. C'est des monuments qui sont porteurs de valeurs qui malheureusement sont parfois contestés. Les monuments à la déportation, ça peut être l'objet de vandalisme. Et puis ce sont des monuments aussi qui font référence à une histoire dont les témoins disparaissent peu à peu. Et donc il faut absolument faire en sorte que les générations qui n'ont pas connu cette période se saisissent aussi de cette mémoire pour poursuivre le bon entretien de ce patrimoine-là. Donc lors de la campagne d'inventaire, la majorité des monuments que j'ai pu voir étaient quand même plutôt en très bon état de conservation. On voyait que les monuments avaient été bien entretenus. Pour les monuments en tout cas que j'ai bien pu retrouver sur le terrain, puisque malheureusement il y en a un certain nombre que je n'ai pas pu voir. Donc, certains monuments qui étaient évoqués dans les archives, mais aussi certains monuments qui figuraient dans des listes beaucoup plus récentes qui avaient été créées par des bénévoles il y a simplement 10-15 ans. Et on voit que depuis, les monuments ont disparu. Et puis j'ai pu aussi voir que certains monuments n'étaient pas du tout dans l'état dans lequel ils avaient été au moment de leur création aussi. Ça, c'est encore autre chose. Donc là, je vous ai mis l'exemple du monument commémoratif de l'aérodrome de Berne-sur-Oise après restauration, puisque ce monument fait partie des monuments qui malheureusement ont été vandalisés en Val d'Oise. Vandalisés à plusieurs reprises dans les années 2010, avec notamment le vol des plaques en bronze le constituant.
J'aurais pu aussi citer le monument du souvenir de la déportation à Argenteuil, qui a été victime de barbouillage, de peinture dans les années 80. Et j'aurais pu aussi citer le monument aux aviateurs de Chaussy. Alors, c'est un monument qui est assez isolé à la sortie du village et qui a donc malheureusement fait l'objet d'actes de vandalisme répétés dès 1978. Ici à gauche, je vous ai mis la façade d'une habitation qui avait vocation à être démolie sur la commune de Montmagny. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais juste au-dessus du permis de gauche, juste au-dessus du numéro de l'habitation, vous aviez une petite plaque commémorative en mémoire de Gaston Mignonneau. Et malheureusement, dans le cadre des travaux de destruction, cette plaque commémorative a disparu. Elle n'a pas été conservée. Deuxième photographie, quand je suis allée sur le terrain à Enghien, au 11 bis rue de Malville, j'étais censée normalement photographier une plaque commémorative à Émile Ruffin. Mais vous voyez que, mauvaise surprise, de la plaque, il ne reste plus guère que son emplacement initial. Bon, je ne sais pas si cette plaque a été retirée provisoirement, si elle a fini par être perdue. Voilà, on ne sait pas trop. Deux autres exemples ici. À gauche, vous avez une plaque commémorative à Beaumont-sur-Oise devant l'ancienne maison du docteur Jacques Fritschi, qui était un important résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez qu'il a été collé de façon tout à fait irrespectueuse une plaquette d'information dessus. On n'a absolument pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une plaque commémorative. À droite, nous avons la plaque camouflage de Montmagny. En fait, on avait une plaque en hommage à Charles Grimaud qui avait été apposée sur le mur de son ancienne maison d'habitation. Et on a eu la bonne idée de refaire la peinture du mur de clôture. Et on s'est dit, on va harmoniser et on va mettre de la peinture aussi sur la plaque commémorative. Voilà, donc j'ai simplement pu voir que c'était bien la plaque à Charles Grimaud qui était là en passant mon doigt sur la plaque. Mais évidemment, on ne voit plus rien du tout de ce qui était écrit. Alors, autre phénomène un petit peu problématique et inquiétant ces dernières années, c'est le commerce du patrimoine mémoriel. L'association Le Souvenir français qui s'attache à entretenir ce patrimoine s'inquiète de plus en plus de ce commerce, comme on peut le voir ici sur le site internet france3.fr en date du 13 novembre 2021. On a de plus en plus d'objets qui sont mis en vente de façon tout à fait illégale sur les sites en ligne. Et malheureusement, le département du Val d'Oise n'est pas épargné, puisque l'année dernière encore, on apprend par la Gazette du Val d'Oise du 4 août 2024 qu'il a été retrouvé sur le site du Bon Coin une plaque hommage aux instituteurs de la Grande Guerre qui appartenait à la commune de Saint-Gervais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ce patrimoine ? Eh bien, déjà, bien le connaître, l'identifier avec précision, et c'est notamment en ce sens que la campagne sur les plaques et monuments commémoratifs a été menée l'année dernière. Il faut aussi essayer de mieux faire appliquer et respecter le code de l'urbanisme, puisqu'on a quand même des textes qui existent pour préserver ce patrimoine.
On a l'article L 451-3 qui dit bien et de façon très claire, lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble qui est le support d'une plaque commémorative, celle-ci est conservée par le maître d'ouvrage durant les travaux de démolition. À l'issue des travaux, le maître d'ouvrage la réinstalle en un lieu visible de la chaussée. C'est on ne peut plus clair. Et puis on a un autre article, L 480-4, en cas de méconnaissance des obligations imposées par le dit article, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa du dit article. Alors, on a certaines communes qui jouent très bien le jeu. Vous avez un exemple ici à Gonesse d'une plaque en mémoire de Camille Debu qui avait été apposée sur le mur de son ancienne habitation. Et vous voyez que malgré les transformations urbaines qui sont assez naturellement intervenues dans le centre-ville, eh bien, non seulement on a conservé la plaque, mais en plus il a été décidé aussi de conserver le morceau de architecture sur laquelle la plaque avait été apposée. Donc là, on a vraiment le lieu de mémoire en son entier qui est préservé. Ce qui peut être fait aussi, c'est inscrire ces monuments au titre du plan local d'urbanisme. On a la possibilité d'inscrire un certain nombre d'éléments patrimoniaux sur ces plans pour les préserver. Donc il ne faudrait pas hésiter à le faire. Les monuments mémoriels sont référencés sur certains PLU, je tiens à le signaler, comme celui de la commune d'Argenteuil, qui a fait notamment attention à préserver les abords aussi de ces monuments. Donc je cite, « Les panneaux publicitaires et préenseignes ne peuvent être installés à moins de 20 mètres et dans la covisibilité d'une stèle ou d'une plaque commémorative. » On veille bien sur le respect de ces monuments. Il s'agit aussi de veiller à bien restaurer ces monuments quand ça le nécessite, à remplacer les monuments quand malheureusement la restauration n'est pas possible, voire à déplacer les monuments quand vraiment ceux-ci sont victimes d'actes de vandalisme répétés. Alors, c'est une solution qui doit être envisagée vraiment au dernier moment, puisque là, on perd pour le coup la notion de lieu de mémoire avec la stèle qui ne se retrouve plus du tout à l'endroit initial, mais c'est parfois nécessaire. Là, je vous ai mis l'exemple d'une stèle à Herblay qui a été déplacée au cimetière communal, par exemple. Parfois, on a des déplacements aussi au niveau des monuments aux morts. Et puis là, je vous ai mis la plaque commémorative à Félix Salard à Enghien-les-Bains. C'est une création moderne sur du plastique, mais qui en tout cas a cherché à reproduire la plaque ancienne initiale. Donc oui, vraiment veiller à bien organiser l'entretien de ces monuments. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien fait par des associations comme le Souvenir français, par d'autres associations d'anciens combattants. Mais demain, qu'en sera-t-il ? On ne sait pas. Alors le Souvenir français propose notamment à ce que les communes prennent en charge les monuments qui se trouvent sur leur territoire. C'est une possibilité à voir, mais en tout cas, c'est une question qui doit être posée. Et puis, c'est un patrimoine qui doit être mis en valeur aussi, dont on doit parler, notamment auprès des générations futures, qui seront celles qui seront amenées à entretenir et à évoquer ce patrimoine. Donc, il y a plein d'outils possibles
à lever pour cette mise en valeur. On peut organiser des circuits mémoriels, etc., etc. Et puis bien sûr, maintenir vivante la fonction première de lieu de mémoire de ces monuments commémoratifs, en poursuivant les commémorations. Alors, heureusement, touche positive, on a aussi des nouveaux monuments qui viennent compléter la liste des anciens monuments. On a notamment pas mal de nouveaux monuments qui vont concerner plutôt la déportation et la Shoah, puisque c'est des monuments qui apparaissent peu dans les anciennes listes. En fait, c'est vrai qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a eu beaucoup plus une mémoire tournée vers le résistant que vers le déporté. Et donc, depuis les années 2000, voire 2010, eh bien, on rattrape un petit peu le retard par rapport à ça. Je vous ai mis par exemple le monument au Juste d'Orgemont à Argenteuil, qui a été créé en 2013. On a aussi les plaques aux enfants juifs qui ont été apposées devant un établissement scolaire à Montmorency en 2023. Et on a d'autres exemples comme ça aussi sur le territoire du Val d'Oise. On a aussi de nouveaux monuments sur des faits de guerre, plus généralement. On a beaucoup de monuments qui vont concerner notamment des crashs aériens, ou en tout cas des faits qui avaient complètement été oubliés au lendemain de la guerre. Et ça, c'est aussi grâce au travail de nombreux bénévoles, de nombreux chercheurs bénévoles qui s'intéressent à ces faits, qui vont réussir à retrouver de nombreuses informations sur certains sujets. Et en se mettant d'accord avec les communes, eh bien, on arrive à la création donc, de nouveaux monuments, comme c'est le cas ici à Cormeilles-en-Parisis, avec cette stèle commémorative en mémoire de la chute du Shopworn Angel en mai 1944. C'est un monument qui a été inauguré l'année dernière dans le cadre des 80 ans. On a beaucoup de nouveaux monuments qui se créent aussi dans le cadre des anniversaires, tout simplement. Et donc, on peut imaginer que l'année dernière et cette année encore, on a de nombreux nouveaux monuments qui vont venir compléter la liste. Alors là, oui, je voulais aussi évoquer d'autres formes de monuments qui pourront peut-être dans les années à venir enrichir encore ce patrimoine mémoriel, comme ici les Stolpersteine qui se diffusent déjà dans quelques grandes villes européennes et quelques grandes villes en France. Alors, on n'a pas encore d'exemple en Val d'Oise, mais vous voyez avec la capture d'écran à droite qu'on commence à avoir des choses à côté, notamment dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine. Alors, les Stolpersteine, littéralement, ça veut dire pierres sur lesquelles on trébuche. Ce sont des types de monuments qui ont été inventés par l'artiste berlinois Gunther Demnig en 1992. En fait, ce sont des petits pavés dont la surface visible est recouverte d'une fine couche de laiton. Donc, ça va concerner plus particulièrement les victimes de la Shoah. On parle aussi en France de pavés de mémoire. Alors c'est une forme qui est parfois contestée dans la mesure où en fait donc c'est des pavés qui sont donc au sol. Et par conséquent, on va venir fouler au pied le nom des personnes auxquelles on rend hommage. Et donc ça peut poser problème. La ville de Paris, par exemple, ne souhaite pas la position de ces pavés de mémoire sur son territoire. Voilà, donc le débat reste ouvert là-dessus, mais en tout cas, ça montre le renouvellement possible de ce patrimoine mémoriel.
Voilà, alors ça m'embêtait un petit peu de terminer ma conférence sur ces considérations malgré tout matérielles. Je voulais rappeler que on cherche à préserver pour évidemment conserver un patrimoine matériel, mais aussi parce que ces monuments finalement, eh bien, ce sont de véritables archives de pierres du conflit. Ça raconte de façon originale, de façon sensible, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Val d'Oise. Alors, on parle souvent des 544 000 morts dénombrés en France. Donc on se rend bien compte évidemment que c'est un chiffre considérable, mais les chiffres, c'est toujours un petit peu abstrait. Et les monuments de la Seconde Guerre mondiale, ils sont intéressants car ils rendent justement une identité à ces personnes, une histoire. Et derrière chaque nombre, derrière chaque plaque, finalement, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des personnes de chair et d'os. Et c'est très important de se souvenir de ça. Alors, je ne vais pas pouvoir évidemment vous évoquer le destin de toutes les personnes qui sont évoquées à travers les monuments commémoratifs en Val d'Oise. Je vous ai dit que j'avais pu recenser 270 monuments. Mais en tout cas, on peut voir se dégager un certain nombre de profils de ces personnes. Il y avait beaucoup de tout jeunes hommes. Des étudiants engagés, je pense notamment au groupe Chabannes à Pontoise. On avait des jeunes diplômés en médecine, comme les jeunes frères Roberto à l'Isle-Adam, par exemple. On avait quelques hommes plus âgés qui avaient déjà servi lors du premier conflit mondial. On avait des communistes, on avait pas mal d'hommes qui travaillaient aussi pour la SNCF, comme André Baledi à Marine. On avait beaucoup de jeunes aviateurs américains aussi, des Australiens, des Britanniques, comme Henry Crowder, soldat de 29 ans qui est tombé à La Roche-Guyon. Et puis, on avait des civils avec des enfants qui ont été tués parce que juifs, comme Suzanne Kaufmann à Aisanville, par exemple. Des gens qui ont été tués lors de bombardements aériens, comme Madame Blaise, 66 ans à un moment aussi, ou même des jeunes qui ont été pris en otage en représailles alors qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec le conflit, comme ces campeurs à Nerville-la-Forêt qui ont été fusillés à Daumont. Donc je voudrais revenir en guise de conclusion sur le destin de 3 de ces personnes. J'ai choisi un homme, une femme et puis un enfant. Donc vous avez ici la photographie de Robert Mourat. Alors, Robert Mourat, il était originaire de Garges-les-Gonesse. Il était manutentionnaire et chef comptable à la SNCF. Il habitait au 16 rue Perrin-Maréchal à Garges-les-Gonesse. C'est là que la plaque commémorative a été apposée. Alors lui, il était communiste engagé pendant la Seconde Guerre mondiale et malheureusement, il est arrêté le 1er novembre 1940, suspecté de distribuer des tracts. Alors, il est interné au camp d'Aincourt, qui venait alors juste d'ouvrir en octobre. Et malgré les suppliques de sa compagne Marcel, eh bien, il est malgré tout envoyé au camp de concentration, en tout cas d'internement de Royal-Lieu à Compiègne dans l'Oise, pour être finalement déporté le 6 juillet 1942 à Auschwitz, où il meurt le 19 septembre 1942 ou 1943, ça dépend des sources. Voyons à présent Alain Cartouzou. Alain Cartouzou, c'était le fils du médecin Gaston Cartouzou, qui était praticien à Montigny-les-Cormeilles depuis 1938. Alain et son père Gaston étaient juifs. Ils ont été internés au camp de Drancy à partir du 18 mars 1944. Le 27 mars, tous deux sont déportés par le convoi numéro 70 à destination d'Auschwitz. Je vais vous lire quelques phrases écrites par le père d'Alain.
Mon fils est resté avec moi jusqu'à Auschwitz. C'était affreux. J'ai passé 8 jours et 8 nuits avec mon petit garçon. Arrivé à Birkenau, les SS nous ont frappés et j'ai été séparée de mon fils, lequel a été directement envoyé à la chambre à gaz. Alain Kartouzou est mort dès son arrivée, le 2 avril 1944. Il avait 5 ans. Son père lui a été libéré du camp Nordhausen et il a repris son activité médicale après la guerre. Une plaque rectangulaire, vous le voyez, en marbre, a été apposée par la ville de Montigny, donc pour rendre hommage au petit garçon. Si vous allez à Courdimanche, à la sortie de la commune, vous verrez cette stèle en mémoire de Claire Girard. C'est une stèle qui s'accompagne d'une autre consacrée à Raymond Berrivin. Elles se présentent toutes les deux sous le même aspect. Alors, Claire Girard, elle avait fait de brillantes études d'agriculture à Rennes et puis à Grignon également. C'était la seule élève féminine. Grâce à cela, elle avait pris la tête d'une grande ferme dans l'Oise qui était louée par une importante entreprise parisienne. Et elle était issue d'une famille de personnes qui avaient tendance à beaucoup s'engager. Et donc, elle-même a fait ce choix pendant la guerre. Elle est devenue résistante. Et elle a très bien passé toute la période de la guerre. Et c'est ainsi que le 15 août, elle a pu assister heureuse à la libération de Paris aux côtés de sa mère. Mais vous le savez, la guerre, ça ne s'arrête pas comme ça si facilement. Donc elle a repris ses activités de résistante peu après cet événement. Et puis, elle a été chargée de ravitailler les corps francs de l'Oise, accompagnée de 2 autres membres des forces françaises de l'intérieur. Malheureusement, tous les 3, ils ont été arrêtés à Courdimanche et condamnés à mort. Il y a un camarade de Claire Girard qui a réussi à s'échapper. Elle-même a essayé, mais malheureusement, elle a été rattrapée et elle a été criblée de balles, son corps abandonné dans un champ où il ne sera retrouvé que quelques jours plus tard. Donc voilà, je terminerai sur cette citation de André Malraux, la plus belle des sépultures et la mémoire des vivants, parce qu'effectivement, sans cette mémoire active, finalement, les stèles, elles se figent, les monuments, ils deviennent muets, les plaques, elles s'effacent progressivement. Et donc, il en va de notre responsabilité collective, finalement, pour faire vivre tous ces noms gravés, pour vraiment transmettre cette mémoire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sophie, qui a réalisé un travail formidable et qui a modestement tenu secret le fait qu'elle a recensé effectivement 270 plaques et qu'elle a quasiment retrouvé toutes les histoires de ces 270 personnes. Donc, on espère pouvoir bientôt vous donner à voir un petit peu plus son travail. On travaille activement avec notre direction des supports informatiques pour pouvoir vous le rendre le mieux possible. Donc, je voulais juste rappeler que les archives s'inscrivent comme le département dans la mémoire et les commémorations. Donc, plusieurs choses. Il y avait cette conférence. Il y a donc l'exposition qui est le fruit de l'inscription des archives départementales dans la grande collecte des documents 39-45. Donc, on a souhaité vous rendre compte de cette grande collecte avec les documents qui nous ont été donnés par plusieurs contributeurs. La collecte n'est pas finie. On espère recevoir encore d'autres documents pour compléter les collections publiques.
On aura aussi évidemment donc, le travail de Sophie qui sera mis en ligne sur notre site internet, et dont une partie sous forme d'une exposition temporaire. Et puis, notre service éducatif aussi a réalisé des ateliers spéciaux sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui sont disponibles pour les scolaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie ? Sophie s'étonnera pas de nous voir lever la main. Attendez, il faut le micro. Puisque je représente la Société historique de Pontoise aujourd'hui, et que je fais sans doute le seul ici qui puisse dire qu'il a grimpé sur une Jeep le 31 août 1944 et qu'il a eu du chewing-gum au village d'Édouville, où on s'était réfugié, parce que je suis originaire de la région, j'habite au Nid, mais je suis originaire de la région de Jouy-le-Comte-Parmain, l'Isle-Adam, où je suis né. Et donc Jouy-le-Comte-Parmain, l'Isle-Adam, Persan, Chambly. Dans ce carré-là, j'aimais vous dire qu'il s'en est passé beaucoup de choses pendant la guerre. Persan avec les voies ferrées, etc. Et l'Isle-Adam, je voudrais faire remarquer deux choses. Premièrement, c'est que les monuments ont été construits, enfin édifiés, plus ou moins longtemps après la guerre. Mais je voudrais prendre celui très important au rond-point de la Résistance à l'Isle-Adam, à côté de la clinique Conti, que vous avez eu un des premiers. Ce monument est très important. Il est assez grand et il contient donc une vingtaine de noms. Et il a été édifié très vite, c'est-à-dire le 20 juin 1945. C'est pour vous dire à quel point la population locale était sensible à deux choses qui s'étaient produites là. Les bombardements de juin-juillet août 1944 qui ont détruit le quartier de Nogent-sur-Oise pratiquement, avec beaucoup de victimes. Et parallèlement, le maquis de Ronquerolles, qu'on célèbre maintenant très très bien. Il y a beaucoup de monde, près de 200 personnes à chaque fois, dans le bois qui se trouve entre Ronquerolles et Esch, la vallée de l'Esch, Bornel. Dans ce bois, tous les 20 juin, il y a vraiment une grosse célébration du maquis de Ronquerolles, lequel maquis de Ronquerolles a son monument donc à l'Isle-Adam, en rond-point de la Résistance, en raison des vingtaines de résistants qui avaient été capturés là en juin 1944, après le débarquement, donc, vers le 20 juin, après le débarquement, les malheureux se sont fait coincer là, et plusieurs se sont échappés, mais certains ont été pris, dont le fils, on a le su plus tard, le jeune fils du docteur Fritz. Et moi, dans mon enfance, j'entendais parler sans arrêt du docteur Fritschi à Beaumont-sur-Oise, du docteur Fritz. Ils étaient encore vivants, ces gens-là, ils nous soignaient. J'entendais parler des résistants qui avaient été tués, à Champagne-sur-Oise en particulier. Et ce monument, donc, c'est assez frappant. On a tout de suite eu envie de le construire, tellement la population locale était sensibilisée. Et le deuxième, c'est celui qui est au bord de l'Oise, à l'Isle-Adam, à côté du port l'Isle-Adam actuel qui vient d'être construit. Un monument assez important aussi, que j'ai vu construire en 1947 et inauguré le 15 juin 1947. J'avais 7 ans, donc je me souviens très bien. Et ce monument-là, il était presque tombé en friche avant et pendant la construction de Port l'Isle-Adam. Heureusement, alors je fais partie des gens qui ont un peu harcelé la municipalité, mais il y a aussi le Souvenir français à l'Isle-Adam qui est assez actif. Résultat, heureusement, il y a 2 ans, ce monument a été complètement nettoyé, restauré, avec l'espèce de blocos en pierre qui est à côté. Et moi-même, j'ai pu faire poser du côté Parmain, donc juste de l'autre côté de l'Oise, faire dégager un peu la rive boisée et mettre un pupitre commémoratif de la bataille de l'Oise des 12 et 13 juin 1940. Donc c'est pas du tout la même chose. Ça concerne bien la guerre, mais là c'est 40, tandis que le monument de la Résistance c'est 45. Et voilà, donc on pourrait dire encore... Ah si, il y a autre chose qui a été réhabilité récemment, seulement depuis 20 ans, c'est la bataille du Vexin. Grâce à, son nom m'échappe, mais vous le connaissez bien, avec ses jeeps et ses camions, grâce à une personne qui a maintenant dans les 70 ans et qui n'a pas arrêté de faire des recherches et d'entraîner des gens avec lui. Et on s'aperçoit... Oui.
Et on s'aperçoit, M. Renoux, Bruno Renoux, vous avez des ouvrages de lui oui, et cette bataille du Vexin, on l'avait minimisée. Et en réalité, elle a été extrêmement importante à partir de la Seine, hein, du passage à Pont de l'Arche, etc., jusqu'à nous. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués par-ci, par-là, si bien que dans le Vexin, on trouve beaucoup de stèles de ce genre. Alors je vais laisser la parole à d'autres parce que je pourrais vous raconter ça pendant 2 heures. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot ou poser des questions? Je voulais savoir qui a... Bonjour, Oui, bonjour, je suis conseillère municipale à Auvers-sur-Oise, déléguée aux commémorations, et ça me touche beaucoup. Et je voulais savoir qui a vocation de continuer à nettoyer ou préserver les plaques et les stèles qui sont érigées. Parce que vous avez parlé des plaques qui disparaissent, qui a le pouvoir d'aller voir, par exemple, le propriétaire de la maison qui a repeint la plaque ou pour la remettre en état. Est-ce que c'est les maires? Mais sous quelle pression? Parce qu'il y a des maires, on a l'impression qui n'entretiennent pas certaines stèles ou plaques. Voilà. C'est vrai que pour les monuments d'envergure, comme ceux évoqués justement par Monsieur Ali Ladan, c'est ça plutôt pour les communes. Là, il n'y a pas trop de débat. Après, effectivement, pour les petites plaques commémoratives qui sont sur des façades particuliers, là, par contre, on n'a pas vraiment de règles très précises là-dessus. Ça peut être dans la rue, donc ça peut relever des communes. Hein, Est-ce qu'elles sont sur des parties privatées? Parce qu'entre notamment sur une maison où a vécu un résistant. Et est-ce que c'est à la commune ou est-ce que... c'est sur la commune de Butry. Est-ce que c'est à la commune ou aux propriétaires de la maison qui doivent préserver cette plaque? Mais effectivement, oui, parfois, on a des plaques qui sont vraiment à l'intérieur de la propriété privée, sur la façade de la maison qui ne donne pas sur la rue. Et là... la commune n'a pas vraiment son mot à dire, et c'est justement là où effectivement les plaques elles sont le plus en danger, et c'est souvent là d'ailleurs que je ne les ai pas retrouvées, parce qu'il suffit que le propriétaire ne soit pas spécialement sensible à la question de la préservation du patrimoine mémoriel et qui décide de ravaler sa façade. Il ne conserve pas la plaque qui était sur la dite façade, et c'est comme ça qu'on perd le patrimoine. Donc c'est pour ça que le Souvenir français, l'association qui s'occupe beaucoup de l'entretien actuellement des monuments commémoratifs, demande à ce qu'il y ait aussi un débat qui soit lancé là-dessus pour l'ensemble du patrimoine mémoriel, de façon à ce que ce soit vraiment plus clair au niveau de qui gère quoi finalement, et qu'il n'y ait pas de pertes supplémentaires. Même aussi quand les associations d'anciens combattants n'auront disparu et ne rempliront plus ce précieux rôle aussi. Merci. Quelqu'un d'autre? Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, on pourrait peut-être le mettre dans les actes notariés, parce qu'on nous demande tellement de choses lors des ventes des propriétés, qu'on pourrait aussi intégrer que si une plaque commémorative, pouvoir la transmettre directement à la municipalité si la personne n'a aucun intérêt ou peu d'intérêt par rapport à ce que vous avez évoqué. Ça peut être une option, ouais. Parfait. Juste ajouter un mot parce qu'on en profite que vous avez mis, merci beaucoup, le document, le monument de l'Oise que j'ai vu inaugurer en juin 47, c'est à droite. C'est le jour de l'inauguration, ça. Il y avait plus de 2000 personnes. Il y avait 7 généraux, des colonels, etc.
mais entre parenthèses, il y avait en particulier le général et d'autres hauts gradés qui avaient commandé cette défense de l'Oise qui n'a servi à rien, 119 morts pour rien parce que le lendemain, les Allemands défilaient aux Champs-Élysées. Mais hélas, ça avait quand même attiré beaucoup de monde, y compris les hauts gradés qui envoyaient les gars au combat en disant il ne faut pas reculer, mais il y en avait 2000 entre Mours et Valmondois, mais eux ils n'étaient pas évidemment sur le terrain avec les capitaines ou les lieutenants qui étaient là quand même. Et donc ça c'est le monument le jour de l'inauguration. Derrière c'était des champs jusqu'au bois de Cassan, jusqu'à la fameuse forêt de Cassan, et où il y avait beaucoup de Adamois qui s'étaient réfugiés au moment de la bataille de l'Oise en juin 40, et qui avaient été très peur d'ailleurs. Et la photo de gauche, c'est le monument il y a 2 ans, complètement restauré, redoré, les 119 noms bien écrits, etc. Et c'est quand même très sympathique de voir ça. En revanche, Sophie, si la carte d'à côté, le plan d'un côté le situe à côté de l'île de la Dérivation, c'est lui qui est situé là, l'île de la Dérivation, sur la carte, oui, là. Ouais. Oui. C'est ce monument-là en rouge. Oui, c'est ça. Et il est mal placé. Il est à 300 mètres en amont. Oui, il est à 300 mètres en amont. Les Voilà. localisations sont un petit peu approximatives, oui. Malheureusement. C'est la mairie de l'Isle-Adam. Hein. C'est le petit-fils Poniatowski. Moi, je les ai tous connus, le père, le fils, le Saint-Esprit, le petit-fils. et donc, c'est eux qui ont fait rénover ce monument à gauche, qui est un très beau monument. Maintenant, reste qu'il faut... Ça va très vite. Hein. Ça, c'est la 3e année qu'il est restauré. On commence déjà à pas trop s'en occuper. Mais je suis là et j'ai l'intention de rester encore une 20aine d'années. Merci beaucoup. Oui, j'arrive. Bonjour. J'avais une petite question. Alors, c'est peut-être pas vraiment ici, mais peut-être avoir des contacts. Si une commune souhaitait justement édifier un monument en mémoire pour la Seconde Guerre mondiale, au niveau financement, est-ce qu'on a des contacts, Souvenirs Français, ONAC, voilà, les coordonnées ou des modes de financement? Alors, je ne connais pas précisément les possibilités en ce sens, effectivement. Je sais qu'il y a quelques années, en tout cas, l'Office national des anciens combattants attribuait des subventions pour, déjà, en tout cas, la préservation des monuments, donc peut-être la création. Après, il y a aussi le financement participatif qui peut être une piste, hein, en particulier pour ce type de projet. En général, ça a fonctionné par le passé et ça fonctionne encore aujourd'hui pour ça. Après, au niveau de l'État et des collectivités, je ne suis pas sûre que pour des créations, on ait encore des accompagnements financiers là-dessus, hein, mais à vérifier. Je vous remercie tous d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à passer à côté, regarder l'exposition si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, ma collègue nous présente la prochaine conférence qui aura donc lieu le 18 juin. Ce sera dans le cadre des conférences croisées avec notre service départemental d'archéologie, et ça aura pour thème l'archéologie des temps de guerre, la Seconde Guerre mondiale dans le Val d'Oise, par Pierrick Tigréa, archéologue, ingénieur d'études au service régional de l'archéologie.